Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous allons donc lire ensemble, comme le Seigneur nous l'a donné, le chemin de perfection avec Thérèse d'Avila. Ici, nous avions hier, je n'avais pas pu lire, il y avait beaucoup de messages. Elle nous dit, beaucoup de personnes, alors qu'elles récitent des prières, sont élevées par Dieu à une haute contemplation. Je lis, avis à ceux que la contemplation intimide. Il est possible d'y parvenir simplement en récitant un autre Père. Encore une fois, je connais beaucoup de personnes qui, alors qu'elles récitent des prières, sont élevées par Dieu à une haute contemplation sans qu'elles sachent comment. J'en connais une, notamment, qui n'a jamais pu prier autrement qu'en récitant des prières, mais elle y était si assidue que dans cette prière, elle avait tout à la fois. Si elle ne récitait pas des prières, son esprit s'égarait tellement que ça lui était insupportable. Ah, si seulement nous pouvions toutes et tous avoir une oraison mentale semblable aux prières de cette femme. Elle passait plusieurs heures à dire le Notre Père, le Pater Noster, ou d'autres prières, pensant au moment où le Seigneur a versé son sang. Un jour, elle est venue me voir, toute triste de ne pas savoir faire oraison, de ne pas parvenir à la contemplation et de ne savoir que réciter des prières. Je lui ai demandé lesquelles et j'ai vu qu'en étant fidèle à dire le Pater Noster, c'est-à-dire le Notre Père, elle parvenait à l'oraison de pure contemplation et que le Seigneur l'élevait jusqu'à l'horizon du néant avec lui. Du reste, on voyait bien à sa manière d'agir qu'elle bénéficiait de grandes faveurs parce qu'elle menait une très belle vie. J'en ai donc remercié le Seigneur et j'ai envié sa prière récitée. Si c'est vrai, et ça l'est, ne perdez pas, vous qui n'aimez pas les contemplatifs, ne pensez pas, vous qui n'aimez pas les contemplatifs, que vous pourrez éviter de le devenir si vous récitez des prières comme il faut. Ici, c'est Thérèse d'Avila sur le chemin de perfection, chapitre 30, verset 7. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin. Toujours sur le chemin de perfection, Thérèse nous dit, l'âme comprend d'une façon qui n'a rien à voir avec la compréhension des sens, qu'elle est tout près de Dieu. Et Thérèse explique ce qu'est l'oraison de quiétude et comment les personnes qui en sont gratifiées peuvent la reconnaître. Je lis. Bien, mes filles, je veux encore vous expliquer ce qu'est l'oraison de quiétude. D'après ce que j'en ai entendu dire, ou d'après ce que le Seigneur a désiré m'en faire comprendre, sans doute pour que je vous le dise. Je le redis, d'après moi, le Seigneur commence à nous faire comprendre dans cette oraison paisible
qu'il entend notre demande, qu'il commence déjà à nous donner son royaume, pour que nous puissions le louer véritablement, sanctifions son nom et cherchions à ce que tous fassent de même. C'est quelque chose de surnaturel, d'impossible à obtenir au prix de tous nos efforts, car c'est mettre l'âme en paix. Ou, pour mieux dire, le Seigneur l'y met par sa présence, comme il l'a fait pour le juste Siméon. Toutes les puissances sont au repos. L'âme comprend, d'une façon qui n'a rien à voir avec la compréhension des sens, qu'elle est déjà tout près de son Dieu, et que, pour peu qu'elle s'en rapproche encore, elle ne ferait qu'un avec lui dans cette union. Ce n'est pas qu'elle le voit des yeux du corps, ni de ceux de l'âme. Le juste Siméon, lui aussi, ne voyait dans le glorieux enfant qu'un enfant pauvre, et, à en juger par les anges qui l'enveloppaient et les rares personnes qui venaient en procession, il aurait pu le prendre pour l'enfant de pauvre Jean, plutôt que pour le Fils de notre Père du ciel. Mais cet enfant lui-même lui a fait savoir qui il était. De façon identique, l'âme comprend, même si ce n'est pas avec cette évidence, puisqu'elle ne comprend pas encore comment elle comprend. Elle voit seulement qu'elle est au royaume, entre parenthèses, tout au moins près du roi qui va le lui donner. Fermez les parenthèses. Et elle est saisie d'un tel respect qu'elle n'ose rien demander. C'est comme un engourdissement intérieur et extérieur. L'homme extérieur, c'est-à-dire, comprenez-moi bien, le corps, ne voudrait plus bouger, tout comme celui qui, bientôt arrivé au terme du voyage, se repose pour mieux reprendre sa marche et trouve là des forces neuves. Ici, c'est le chemin de perfection 31, versets 1, 2 et 3. Et nous disons merci à Thérèse d'Avila, que le Seigneur a choisi pour nous accompagner. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et le Seigneur me ramène au rendez-vous du donner et du recevoir que nous avons commencé lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes, dont notre mot d'ordre était « Action pour l'égalité, le développement et la paix ». Et nous nous souvenons du petit pamphlet que la Banque africaine de développement m'avait donné, en disant que c'est par la femme que passera le développement économique de l'Afrique subsaharienne. Nous remettons tout ça entre les mains du Seigneur pendant nos prières, car c'est lui qui nous conduit à ce rendez-vous
du millénaire nouveau. L'an 2025 sera pour faire asseoir nos contributions de la femme. Et nous lui disons merci. Car en souvenir de cet article qui m'avait été donné en l'an 2000 à Beijing, Africa Recovery, United Nations Department of Public Information, Volume 14, Number 2, July 2000. Il était dit, World Education Forum sets Africa as a priority. Et Dakar Summit urges renewed global drive to achieve basic education for all. Puis, à la page 3 et 5, African Women. Nous allons lire African Women. In English, here we are. Mixed progress for African women. Review of Beijing Conference finds both gain and reverses. The Mid-Decade, it was written by Colin Lowe Morna. Quote, the Mid-Decade Review of 1995 Beijing Conference on Women found Africa at a precarious crossroads, thanks largely to the pressure of African women who have become adept at organizing both within and across borders. Some important gains. I repeat. Thanks largely to the pressure of African women who have become adept of organizing both within and across borders. Some important gains have been made on the legal and political front, conclude the review. Held in New York in June, several countries have revised their constitutions to enshrine gender equality. We are talking about women, not gender. Southern African countries have achieved a higher representation of women in decision-making than in the Americas and Europe. An innovative policy work spreading across the continent, such as introducing consideration into budget debate, with said such as introducing women considerations into budget debates, is attracting international interest. Yet,
as revealed by a statistical analysis on the status of women in Africa, launched by the UN Economic Commission for Africa, ECA, ECA. At the conference, the majority of African women are materially worse off today than they were 5 years ago. Increasing poverty, unrelenting conflict, and the frightening spread of AIDS, all of which have a disproportionate impact on women because of their secondary position in society, are reversing the fragile society and economic gains they had made. The ECA argues that if women were able to participate equally in the economy, had a real say in matters of war and peace, and had the power to insist on safe sex, all three of these scores will be less serious. At the conference known as Beijing 5, representatives of non-governmental organizations, which are named NGO, as well as official delegates, expressed frustration that while governments are talking the talk of gender equality, they are not yet walking the walk. Speaking at the launch of the Progress of the World's Women 2000 report of the UN Development Fund for Women, UNIFEM, Uganda's outspoken Vice President Specioza Kazibwe, Africa's highest-ranking woman politician, lamented, quote, the omission in the report of the most important indicator of all political commitment. I repeat, she lamented the omission in the report of the most important indicator of all political commitment. Ms. Kazibwe said she was in office only because of the political commitment to gender equality shown by President Yoweri Museveni. But she stirred ripley at the conference by calling for African issue because they only talk about gender position men, whom she defined in an interview as men who look at things with a gender-oriented eye and make things happen. Commitment mainly on paper. The head of ECA's African Center for Women, ACW, Mrs. Josephine Ouedraogo, criticized the conference format, characterized by formal government statements in the plenary and a bitter
wrangle over sexual rights in the corridor and closet door negotiation. This should have been an accountability forum. The former minister from Burkina Faso said in an interview, quote, "Heads of state should have come to report and to respond to critical questions from stakeholders and non-governmental organizations." Full stop. Mrs. Ouedraogo maintains that the key reason why gender equality in Africa is still only on paper is that gender structure remain marginal, and the same cast the characters, mainly women, come to regional and global conference. "We are talking to ourselves," she said. "We are still not working in the mainstream." Targeting the ministers of finance, trade, agriculture, the people who make policies critical to the achievement of women equality, because they put gender equality, which means men and women. But let's continue. The preparatory sixth African Regional Conference on Women, convened by ECA last November, that was in 2000, broke new ground by accrediting NGOs as full delegates and inviting heads of state and ministers for core ministry. The conference recommended that in future, 1/3 of all participants at gender conference be men. Some progress in Africa, quote, "The analysis of country report undertaken by the ACW for the preparatory conference shows that there have been some important positive development. For example, Uganda, Seychelles, Ethiopia, Eritrea, Namibia, Morocco, Guinea-Bissau, and Madagascar have reviewed their constitution to make them more gender sensitive. Burkina Faso has repealed a law that prohibits public promotion of contraceptive, while the requirement in Morocco that wives obtain authorization to enter the workforce has been repealed. The Kenya Human Rights Task Force has recommended revision to draft legislation on marriage, divorce, matrimonial property, and the right of children, emphasizing the principle of equality of spouses. Female genital mutilation has been outlawed in Djibouti, Kenya, and Ghana. The NGOs in South Africa, Mozambique, Tanzania, and Zambia have launched reviews to examine their countries' budgets from a gender perspective. These experiences are being shared globally through an initiative of the Commonwealth Secretariat. Heads of state of the Southern African Development Community, SADC, have gone
beyond global and continental commitment to sign a declaration on gender and development in which they have undertaken to have 30% of decision-making position occupied by women by the end of 2000. These countries, South Africa, Mozambique, and Seychelles, already are close to reaching this target. They rank among the top 10 globally in the proportion of women in parliament. Only the Scandinavian countries have reached 30%. On average, 80% of parliamentarians in South Africa are women, compared with 50% in Europe and America. I will stop here. It was just to quote what we need to know concerning women in Africa. Thank you, Lord. You are the guide of your creator. You are the one who creates man and woman. Thank you. Brothers and sisters, you can see how he's enlightening as I finished talking about the issue of women. Women, oh, we are the builder of the families. We are how can I say? We are the main pillar of the family. Let us continue to follow God's plan for us. Hallelujah. Amen. Dr. Ndomo Melingi Therese Aisha, servant of our Lord Almighty God and his Son, Jesus Christ, who gave me his mother as counselor, Mother Mary. God bless all of you.